Salut, je m'appelle Tommy et bienvenue sur Blogcast, le podcast par le média d'escalade innovant Blogcorp. Dans ce format, nous allons à la rencontre de différents acteurs du monde de la grimpe, athlètes, ouvreurs, entraîneurs, photographes ou encore entrepreneurs. Et pour ce 7e épisode, nous retrouvons Rémi Samin. Il découvre l'escalade à l'âge de 8 ans avec son grand frère et devient rapidement accro à ce sport. En 1999, il remporte la médaille de bronze lors des championnats du monde minime de difficulté à Courmayeur, puis l'argent lors de la Coupe du monde senior de bloc à Birmingham en 2005. 4 ans plus tard, le directeur technique national de la FFME lui propose d'entraîner l'équipe de France jeune de difficulté avec l'un de ses idoles de jeunesse, François Legrand. En 2013, il intègre cette fois-ci l'équipe de France senior de bloc avec Nico Januel en tant qu'entraîneur. 5 ans plus tard, il décide de se lancer à 100% dans l'ouverture des compétitions internationales. En 2020, lors de la crise sanitaire, il se lance un nouveau défi fou, réaliser un 9A et un 8C bloc, projet qu'il réalise en très peu de temps. Pour conclure, il était le chef ouvreur en bloc lors des championnats du monde à Berne en 2023. Dans cet entretien, on revient sur l'intégralité de ses carrières, depuis ses années jeunes, en passant par ses années en tant qu'entraîneur de l'équipe de France, jusqu'à son rôle d'ouvreur international. Désolé pour la qualité de ma voix durant cet épisode, on a eu quelques problèmes de micro, mais le contenu reste de qualité. Pour conclure, l'épisode est disponible sur Spotify si vous voulez l'écouter dans les transports. Vous pouvez d'ailleurs noter le podcast sur ces plateformes. Et il est aussi disponible sur YouTube avec désormais un format vidéo. Bonne écoute. Du coup, première question, en 92, sur la falaise de Saint-Pancrace, à l'âge de 8 ans, ton grand frère te fait découvrir l'escalade. Est-ce que tu peux redire cette première expérience dans la grimpe? Ouais, tout à fait. C'est vraiment la toute première découverte, première expérience qui d'ailleurs avait pas été très concluante puisque la journée s'était terminée pour moi en larmes. Au sommet de ma première voie, impossible de redescendre, terrorisé voilà par le vide. La montée, ça m'avait pas trop posé de problème, mais la descente, ça avait été vraiment compliqué. Et voilà, c'était assez marrant de commencer comme ça ma relation avec l'escalade, puisque voilà, c'était quelque chose. Après cette journée, j'avais surtout plus envie d'en refaire plus jamais. Et au final, en fait, ça a été petit à petit que justement encore avec mon grand frère j'ai pu redécouvrir et quelque part c'est devenu petit à petit une vraie passion de plus en plus au final, alors que le début ça avait été un peu compliqué. Du coup, plus tard, tes parents ils te font choisir entre avoir un pan dans le grenier ou une nouvelle chambre, et tu décides évidemment le pan. À quel point la détermination est... à quel point la détermination elle est importante selon toi pour réaliser ces projets en escalade, que ce soit en compétition ou en extérieur? Oui, pour moi, la détermination et on va dire le fait de porter son projet, là on parle d'escalade, mais c'est valable pour tout, je pense, dans la vie, pour faire du haut niveau et pour vraiment être dans l'excellence, je pense que c'est l'élément clé au départ. Donc après, quand on parle de sport de haut niveau et d'escalade à haut niveau, on sait très bien que maintenant, il faut commencer très tôt pour quand même après être dans les meilleurs mondiaux. Donc forcément au départ il y a des gens, que ce soit les parents ou l'entourage, qui vont quand même pousser et un peu influencer pour la pratique, pour rentrer dans telle ou telle pratique. Maintenant rapidement, ce qu'on se rend compte, c'est que un projet il peut aller loin s'il est porté par la personne elle-même et si la personne est vraiment le moteur du projet. Donc, comme moi j'aime bien utiliser le terme d'auto-déterminé, c'est-à-dire que c'est pas des influences extérieures qui te poussent à faire des choses, mais à un moment donné, c'est toi face à toi-même. Tu te réveilles le matin ou t'as une petite pensée sur quelque chose le soir et en fait tu rêves de ça, tu penses qu'à ça, c'est une obsession et c'est ce qui fait que en fait dans le temps tu dures, tu franchis toutes les étapes parce qu'il y en a beaucoup à franchir et qu'un jour tu arrives vraiment au sommet de ta discipline. Et ça, c'est pour moi quelque chose d'essentiel. Et c'est voilà ce que j'ai vécu aussi après la phase de découverte de l'escalade via mon grand frère. Il y a eu cette phase où c'est devenu rapidement quelque chose, une obsession, quelque chose de laquelle je pouvais plus me détacher. Et effectivement, ces petites anecdotes, il y a des fois où voilà, il a fallu faire des choix entre avoir une belle chambre ou un pan. Ben quelque part, à ce moment-là, ça m'a même pas traversé l'esprit. C'était évident que ça allait être le pan. Et il existe encore ce pan?
Et il n'existe plus depuis quelques années. Il a existé longtemps et là, il a été démonté pour faire un peu de place, parce que la réalité, c'est qu'il servait plus du tout. Mais pour faire un peu de place dans le grenier à l'étage chez mes parents, il a été démonté il y a 2 ans. Ça marche. Et du coup, en 99, tu fais ta première compétition internationale, jeune, avec notamment une médaille de bronze au championnat du monde à Courmayeur en minime. C'est Est-ce ça. que tu as des souvenirs de ces premières compétitions? Ah oui, j'ai des souvenirs presque, j'ai envie de dire, dans les souvenirs les plus gravés, que après j'en ai fait des dizaines et presque des centaines même de compétitions, mais au final, ces premières expériences, et surtout quand t'as 15 ans, c'est vraiment des expériences qui marquent énormément. Et moi, alors c'est une autre époque, hein. Maintenant de parler de ça, ça fait vraiment old school, comme si c'était l'époque des dinosaures, parce que c'est tellement évolué depuis 99 que voilà, que ça me fait bizarre même de repenser à tout ça, mais c'est des souvenirs incroyables. Moi, surtout, c'est un souvenir de débarquer dans un monde nouveau, enfin pas le monde de l'escalade, mais le monde de la compétition internationale, avec mes premières sélections en équipe de France jeune, minime, donc t'es vraiment tout gamin. Et puis je sais que un mois avant, je fais ma première Coupe d'Europe, je termine deuxième. Bon, je sais pas trop ce qui m'arrive, je m'attendais pas du tout à faire aussi bien. Et puis ça s'enchaîne avec un championnat du monde où je termine troisième, et je me souviens qu'à cette époque, c'est vraiment c'est l'insouciance, c'est vraiment l'insouciance. Tu grimpes, t'arrives, tu sais pas où t'es vraiment, tu maîtrises pas trop ce qui se passe. Certes, il y a du stress, mais en fait, tu grimpes comme ça, comme un gamin qui calcule rien. Et puis à l'arrivée, voilà. Là, en l'occurrence, ça s'est très bien terminé. Et ça a été un moment important aussi pour me donner vraiment le goût de. Bah déjà, ça m'a montré que mon travail avait payé. Et ça, c'est, je pense, une belle leçon pour un ado dans le processus après de faire du haut niveau. Et ça m'a aussi donné forcément le goût de me dire bon, ok, c'est super, mais maintenant je veux être sur la première marche et ainsi de suite. Et ça a déclenché beaucoup de choses après dans mon entraînement et dans tout ce que comment j'ai organisé après la suite de ma vie, quoi. Parce que du coup, il y avait qui en équipe avec toi en 99? Bah à cette époque, si je dois te donner des noms, moi chez les minimes, c'est avec moi c'est Fabien Dugy, c'est Ok. Arthur l'Espagnol, voilà, c'est Thomas Caléron, Ok. voilà, ça c'est ma génération. Et en fait, moi je suis de 84, 83, la génération au-dessus, c'était une génération très très talentueuse aussi, puisque c'était Jérôme Pouvreau, à l'époque Clément Chabot, voilà, tous ces gens-là. Et chez les filles cadettes à l'époque, c'est Sandrine Levé, voilà, Sandrine Levé. Et je me souviens aussi que mon mentor un peu à cette époque, puisque c'était ma première grosse compète, c'était Yves Asbani, qui était champion du monde en titre chez les juniors garçons. Donc pour moi, c'était un peu la référence, et il venait de Grenoble aussi. Donc voilà, c'est un peu ces noms-là. Mais donc maintenant, ça fait un peu dépassé, mais c'était sympa. C'est une belle génération quand même. Ouais. Non, c'est sûr que c'est des générations après qui ont quand même brillé et remporté énormément de médailles à l'international pendant des années. Bon, c'est une époque où la France dominait plus que maintenant, mais c'était quand même beaucoup de beaux grimpeurs. Après, là, la France revient en forme avec la nouvelle génération aussi. Tout à fait. Ben, c'est exactement des réflexions que je me faisais aussi après ces championnats du monde, et puis Mm. même d'une manière générale avec cette saison là qui était quand même assez fort, assez incroyable. Et c'est que voilà, là ça remonte en fait. Il y a eu des années dorées, il y a eu des années aussi où, faut être honnête, la concurrence était beaucoup moins importante. Et puis après, là, il y a eu une grosse augmentation, une densification du niveau là, à l'international. Donc forcément des résultats un peu plus difficiles, mais ce qui est normal. Et puis là, avec les talents, les nouvelles générations là, qu'on voit débouler là, tous ceux qu'on a vu briller à Berne, bah là, c'est en train de repartir. C'est génial. Ouais. Là, je vais te faire un parallèle avec l'athlétisme. Parce que là, en ce moment, il y a les championnats du monde. Et là, chez les Français, genre, il n'y a aucune médaille pour l'instant, je crois. Et du coup, en fait, la France, c'est un peu ça qu'il y avait en escalade. C'est juste qu'il y a une génération où il y avait le moins de grimpeurs talentueux. Cette fois, il y en a plus. Et en fait, ça peut vaciller. Et ça se trouve, dans 5 ans, il y aura plus de résultats chez les Français. Et dans d'autres pays, ça va revenir et ça fait que vaciller. Ouais, c'est sûr. Mais c'est un bon exemple. En ce moment aussi, je regarde beaucoup les championnats du monde d'athlé, et c'est vrai qu'ils sont dans le dur. Faut être honnête, ils sont dans le dur. Et mais après, c'est des cycles, ça fonctionne par cycle, parce qu'il y a aussi des dynamiques qui s'installent. Des dynamiques donc
positive aussi quand on cherche vraiment on part de bas et on veut aller en haut. Et puis après, quand on est en haut, rester en haut, c'est pas facile. C'est pas facile pour les athlètes, c'est pas facile pour les entraîneurs, pour le staff, pour tout le monde. Il faut réussir à tout le temps aller chercher cette énergie pour rester en haut. Et puis des fois, ben oui, il y a des questions de génération avec plus ou moins de talent. Et puis il y a des questions de dynamique où il y a à un moment donné, ben là, on peut voir aussi, tout bêtement avec les Japonais actuellement, il reste une nation principale. Mais dans certaines disciplines et on sent que ça s'essouffle un petit peu aussi. En tout cas, c'est moins dominant qu'il y a 4 ou 5 ans. Parce que eux aussi, maintenant, ils doivent lutter pour rester au sommet et la dynamique, elle s'essouffle un petit peu. Moi, je sais plus avec qui j'en parlais, on disait que les Japonais, en difficulté, ils ont toujours une belle équipe, avec plein de grimpeurs qu'on connaît pas trop et qui arrivent. Mais en bloc, les grimpeurs qui arrivent, on les connaît à peu près tous, à part Sorato cette année qui a explosé. Ouais. Et en combiné, on pensait tous qu'ils allaient être mutants, qu'ils allaient tout gagner. Et en fait, il y en a 2, 3 qui sortent du lot. Le reste, en fait, ils ont le niveau moyen, élevé, internationaux. Ouais. Et du coup, ils gagnent pas tout, quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait. Donc c'est sûr que et là justement la dynamique actuellement, elle est vraiment très forte du côté de la France. Et là et bon moi je vois un peu plus le bloc quand même aussi pour être focus là-dessus en tant qu'ouvreur aussi. Mais là, tous ces jeunes là, et je vois là l'espèce d'alchimie qu'il y a là. Mais je dis Paul, Sam, et puis avec aussi quelques anciens qui peuvent les guider. Et puis chez les filles Oriane. Et puis bon, je vais pas citer tout le monde, mais on sent qu'il y a vraiment une grosse dynamique et ça joue énormément à haut niveau. Du coup, revenons sur ta carrière. En 2005, à 21 ans, tu remportes ta première et unique médaille d'argent en Coupe du Monde de bloc à Birmingham. Est-ce que tu te rappelles de cette compétition? Oui, celle-là aussi, c'était juste complètement incroyable. En fait, rapidement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, les Coupes du Monde, c'était un autre format. C'était 2 circuits, un de qualif, un de finale, et c'était des circuits de 6 blocs. Voilà. Donc, du coup, quelque part, on avait des blocs un peu moins durs, mais il fallait plus de polyvalence. Et ce qui me convenait assez bien, puisque j'ai toujours été assez polyvalent. Et cette finale, elle est juste incroyable parce que du coup, tu as 6 blocs. Moi, je fais les 6 blocs en 18 essais. Le vainqueur ce jour-là, ça a été le même profil que moi, quelqu'un qu'on n'attendait pas, qui déboule de nulle part et qui fait le circuit de sa vie ce jour-là. Malheureusement pour moi, le même jour, il fait le circuit de sa vie aussi. Et lui, il fait aussi les 6 blocs et il les fait en 17 essais alors que je les fais en 18. Donc c'est passé à un essai de la victoire, ça a été un peu triste, mais derrière, en fait, ce qui est fou, c'est que ça a été donc 6 blocs, donc un circuit avec plein de styles différents. Et les cadors de l'époque, le troisième derrière moi, c'était Jérôme Meyer, et puis derrière il y avait les Kylian Fischubert, tout ça, donc il y avait vraiment tout le monde. Et à l'époque, pour moi même mes idoles du moment. Et au final. Là, ça a été aussi un scénario fou avec de la réussite qui entraîne de la réussite. Et donc, un premier bloc, un deuxième bloc où je fais peut-être 2 ou 3 blocs à la dernière seconde. Et puis après, j'arrive dans ce dernier bloc finalement qui me fait faire la deuxième place puisque on est très peu à le faire et c'est là-dessus que les meilleurs on passe devant les meilleurs avec l'anglais là qui gagne aussi. Et en fait, nous, on arrive dans un scénario complètement incroyable. On vole quoi. On est sur une autre planète et libéré de tout, et y compris des enjeux, de la pression, de tout. Et là, ça fait la différence. Et voilà. Et ce circuit jusqu'au bout, je me vois terminer, faire le 6e bloc, me dire attends, j'ai fait les 6 blocs de finale. Et puis bon, là après, j'attends parce que l'anglais quand même passé derrière moi et ça se joue au tout dernier moment à un essai près. Donc, mais malgré tout, pour moi, c'était comme une petite victoire à ce moment-là déjà. Et voilà. Et c'était non, c'était fou. Et puis à cette époque, du coup, aussi pour moi, c'était mon année de senior 2e année, donc j'étais quand même assez jeune encore. Et je m'attendais pas non plus à aller aussi vite sur ce niveau de résultat. Donc et voilà, c'était plutôt cool jusque là. Et du coup, en faisant mes recherches, j'ai trouvé ça fou parce qu'il y avait 19 Français, rien que chez les hommes, qui participaient à cette compétition en Angleterre. C'était comment à cette époque qu'il y a autant de grimpeurs sur les compétitions? Oui, en fait, c'est bon 19 là, c'était peut-être un peu beaucoup, mais quand même c'était fréquent. Pourquoi? Parce que là actuellement, l'IFSC va dans la tendance inverse, c'est qu'il y a de plus en plus de pays qui pratiquent. Donc, il y a de moins en moins de places. Enfin, ça fait des compétitions. Alors, on voit même au championnat du monde, c'est
les blocs, je crois que c'était 140 ou 150 hommes en qualif. Ouais, il y avait un paquet de grimpeurs, hein. Quand je regardais les listes, c'était long. Ouais, c'était énorme. Donc du coup, automatiquement, maintenant, il y a un souci, c'est qu'il faut mettre des quotas. Il faut mettre des quotas, et d'ailleurs, le quota, si je me trompe pas, c'est 4 par pays sur un championnat du monde, plus des extra quotas pour certains grimpeurs qui sont classés, etc. Mais globalement, voilà, à l'époque, et même sur les Coupes du Monde, maintenant, je pense que c'est 4 ou 6, je crois 4. Donc ça, c'est parce que l'escalade, c'est tellement mondialisé, il y a tellement plus de pays qui sont inscrits et qui participent, on est obligé de restreindre le nombre. À l'époque, il y avait beaucoup moins de pays, donc forcément, même si chaque pays à l'époque inscrivait 15 grimpeurs, on arrivait quand même ça fonctionnait quand même. Donc c'est vrai que c'était quand même assez fréquent, et d'année en année, depuis cette période-là, ça a que fait diminuer. Et maintenant, ouais, on est plutôt sur 4-5 en général par pays. Après, j'ai envie de revenir sur ton rôle d'entraîneur auprès de l'équipe de France jeune de diff. Ouais. Mais je voulais savoir, c'est passé un peu comment ta carrière de 2005 avec ses premières médailles et la suite jusqu'à 2009 et puis après tes dernières compétitions. Bah, pour être honnête, ça a pas été super facile quand même, parce qu'au final, que ce soit chez les jeunes ou après mes débuts en senior, ils étaient assez prometteurs. Et du coup, et malheureusement après ça, bon, il y a eu quelques résultats par moment, encore aussi plusieurs fois des top 10 en Coupe du Monde, tout ça. Mais globalement, c'était pas au niveau de mes attentes et pas au niveau de ce que j'espérais, puisqu'en fait, j'ai jamais refait aussi bien que cette deuxième place en Coupe du Monde. Bon, pour plusieurs raisons. Moi maintenant, avec le recul et mon expérience du haut niveau et avoir été entraîneur et tout, je pense qu'à titre personnel, quand même, en termes d'investissement et de tout ce que je pouvais faire même autour, j'aurais pu faire plus. Et c'est vrai que c'était peut-être même plus de l'immaturité à l'époque, où je me rendais pas forcément compte que il fallait aussi faire ça, et j'aurais pu ajouter tout un tas de choses qui m'auraient fait certainement être meilleur. Et puis aussi, j'ai eu beaucoup. En fait, ce qui m'a vraiment été le gros coup d'arrêt, c'est que j'ai été en permanence frappé par des blessures, et des grosses blessures, et très très souvent. À l'époque, j'avais pas trop non plus d'explications. Après coup, il y a d'autres raisons plus médicales, on va dire, qui peuvent expliquer ça, et qui fait que maintenant je comprends mieux ce qui m'est arrivé. Mais en tout cas, c'est vrai que ça a été difficile dans le sens où j'ai eu énormément de soucis de doigts qui ont commencé à arriver l'année qui a suivi en 2006. Et puis là, bon, ça a été en permanence se bagarrer contre des blessures de doigts, revenir, repartir, revenir. Et au final, ça a jamais vraiment refonctionné à un top niveau. Donc lassé de toutes ces blessures, de tous ces espoirs, désespoirs, déceptions et tout. Au bout d'un moment, je commençais à me dire bon, il faut peut-être simplement que je me résigne à faire à passer à autre chose. Mais j'étais encore quand même super jeune. Et le fait qu'en parallèle, j'ai eu cette proposition de la fédération de reprendre en main l'équipe de France jeune de difficulté, qui était quand même un super challenge en tant que tel. La galère des blessures, de l'autre côté, un gros challenge en tant qu'entraîneur, ça fait que j'ai switché. Et j'ai switché en essayant au début quand même de faire un peu les deux et de continuer à faire la compète, ce qui n'était pas très réaliste encore une fois. Et donc, en conclusion, je suis passé assez vite de grimpeur-entraîneur, même très vite. Trop vite, à plus long terme, je l'ai un peu regretté, et c'est quelque chose que j'ai toujours eu du mal à... Enfin, ça m'a pris du temps de vraiment faire le deuil de la compétition en tant qu'athlète, puisque j'ai vraiment eu cette sensation que je suis pas allé au bout des choses, moi, en tant qu'athlète. Mais après, voilà, ça a été aussi, d'un point de vue positif, c'était pour m'épanouir aussi en tant qu'entraîneur, et pour le coup, ça a été aussi des années incroyables. Donc voilà, ça a été une fin un peu précipitée en tant qu'athlète, avec des regrets, et un switch rapide sur le rôle d'entraîneur. Comme on le disait, en 2009, tu as été entraîneur de l'équipe de France jeune de diff. Est-ce que du coup, avant ce moment-là, tu avais déjà des expériences en tant qu'entraîneur ou dans l'entraînement? Oui, alors dans l'entraînement, j'ai envie de dire oui, en tant qu'athlète, je me suis toujours beaucoup entraîné. Ça faisait une dizaine d'années que je faisais presque du haut niveau et que je m'entraînais, notamment dans un pôle à l'époque à Chambéry, le pôle de Chambéry. Je faisais un parcours en STAPS, donc j'étais beaucoup aussi dans l'entraînement, dans mes études.
En plus de ça, j'avais commencé à faire du suivi individuel de certains athlètes, mais de manière amicale. Mon petit frère, à un moment donné, des amis, voilà, où j'étais déjà coach en fait, mais de manière amicale, enfin bénévole, on va dire, c'était mes premières expérimentations. Et puis aussi, moi, je me souviens plus exactement à quelle date, mais je crois que ça doit être 2006-2007. Finalement, l'entraîneur qui avait été mon entraîneur, pas mon tout premier entraîneur, mais mon deuxième entraîneur qui m'avait quand même amené jusqu'au podium en Coupe du Monde, a arrêté assez subitement. Et du coup, j'avais bien réfléchi avec qui j'allais m'entraîner, oui, non. Et en fait, j'ai senti plus de me gérer moi-même, d'être mon auto-entraîneur. Ce qui finalement était peut-être pas une bonne idée non plus, parce que sans parler des compétences d'entraîneur pur, mais en termes devoir assumer la responsabilité du projet sportif, des compétitions le jour J, de la prépa. En fait, t'as vraiment toutes les responsabilités sur les épaules. Et donc aussi, t'as tous les doutes éventuellement que des fois, c'est quand même des fois confortable pour l'athlète que ce soit l'entraîneur qui endosse tout un tas de responsabilités. Bon, donc en tout cas, ça m'avait quand même fait aussi une expérience d'entraîneur où je me suis entraîné pour les compètes, tout ça. Et puis voilà. Mais après dernier volet d'expérience en tant qu'entraîneur sur l'équipe de France jeune. Déjà avant de reprendre vraiment l'équipe, j'avais été déjà intervenu plusieurs fois sur des stages. Équipe de France. En complément, entraîneur stagiaire, voilà, à l'époque Sylvain Chapelle, Marianne Berger qui s'occupaient de l'équipe, et moi je venais donc j'avais déjà fait plusieurs stages en tant que stagiaire, et j'entraînais aussi au niveau régional, à l'équipe régionale. Donc voilà, j'avais ces expériences là avant vraiment de me lancer dans l'équipe de France jeune de difficulté. Et du coup, c'est passé comment cette expérience en équipe jeune? Et ben ça a été aussi une expérience super riche, à la fois sur la partie entraînement, puisque j'ai commencé aussi, en plus d'être l'entraîneur national, j'ai commencé aussi à faire du suivi d'athlètes, de certains athlètes qui n'avaient pas forcément d'entraîneur, qui étaient dans des endroits en France un peu perdus pour pouvoir s'entraîner sur du haut niveau. Donc j'ai repris en main par exemple, une fille comme Julia Serrière qui était dans le nord-est de la France. Son entraîneur. Ah ouais, exactement. Donc j'ai été son entraîneur perso pendant pas mal d'années à l'époque où elle faisait sa compète, et du coup ça m'a fait vraiment continuer à pousser tout ce qui est les planifications, l'entraînement, avec du coup un format un peu suivi à distance aussi qui est pas forcément facile à gérer. Mais donc sur la partie entraînement, sur la partie gestion d'une équipe, là c'était tout nouveau, hein, quand même, les déplacements, la cohésion d'un groupe, tout ça. Et après, où ça a été super riche aussi, ça a été ma collaboration en fait avec François Legrand, puisque ces 4 années que j'ai fait de 2009 à 2012 avec l'équipe de France jeune de difficulté, c'était avec François. Et là, François, c'est marrant parce que j'avais indirectement des petits liens avec lui et ses frères, sa famille, du fait qu'on était tous les deux de Grenoble, et que quand j'étais tout gamin, j'allais grimper sur le mur d'escalade que lui avait construit chez ses parents à l'époque à Crolles. Et bon, après voilà, pour un gamin comme moi qui faisait de la compète, François, c'était vraiment le mythe absolu, quoi. Donc derrière, me retrouver 10 ans plus tard, 10-15 ans plus tard, à bosser avec lui, je me suis dit c'est cool, quoi. Et en fait, on a eu une super relation pendant ces 4 ans où chacun avec nos caractères, mais ça a super bien matché. Et je pense qu'on a été très complémentaires dans ce qu'on apportait aussi aux jeunes. Et moi, à titre personnel, il m'a vraiment inspiré sur plein de choses. Sur plein de choses, sur sa science de l'escalade, sur son perfectionnisme, sur sa passion, sur toutes ces choses-là, sa rigueur et tout. En fait, après ça, c'est vrai que tu comprends tout à fait pourquoi ce gars-là, ça a été le plus titré de l'histoire de l'escalade, quoi. C'était pas un hasard. Du coup, 4 ans plus tard, en 2012-2013, tu prends cette fois-ci la place d'entraîneur de l'équipe de France de bloc avec Nico Januel. C'est ça. Et la fédération, peu de temps après, la salle Karma sur laquelle vous êtes avec Nico. Ouais. Est-ce que tu peux revenir sur ces années et sur ce gros projet? Ouais. Ouais, moi j'étais du coup sur l'équipe jeune de Diff avec François. Derrière,
Nico, on était en fait l'histoire avec Nico, c'est marrant, c'est que à la base on est monté à Paris ensemble hein, quand moi j'ai intégré l'INSEP 2006 et lui il était professeur des écoles et il m'a vu faire tout ça, il m'a vu faire passer le professorat, entraîner l'équipe jeune, tout ça et lui c'était déjà depuis très longtemps un passionné. Et ça a réveillé aussi en lui ce truc de se dire attends mais en fait c'est ça que je veux faire. Donc derrière lui il a passé ce concours aussi qu'il a eu et donc il a intégré la Fédé un petit peu après moi. Au début il a commencé avec l'équipe de vitesse d'ailleurs, équipe jeune de vitesse. Puis le blog, tout ça. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il y a eu ce moment où, moi j'arrivais un peu en fin de cycle, ça faisait 4 ans, super expérience et tout. Et lui aussi, on était ensemble à Paris, lui aussi avec cette envie de se lancer dans quelque chose. Et du coup, là, on s'est dit, quand même, là, il y a François Petit a arrêté après Bercy, 2012. Et donc, on s'est dit, là, on est tous les deux à Paris, avec tout ce qu'on a vécu aussi ensemble, toute l'expérience qu'on a. Ça peut être un beau projet de relancer justement un projet bloc. Et autour de Karma, avec ce projet d'avoir plus tard une salle, un vrai pôle d'entraînement, d'avoir les athlètes, c'était un peu notre rêve de faire venir les athlètes pour créer cette dynamique, centraliser les choses autour d'un lieu, autour de personnes référentes, etc. Et donc on s'est lancé là-dedans et la Fédé nous a fait confiance. Et on est parti pour au total du coup 5 ans jusqu'en 2017. Et dans un premier temps, donc on avait des structures temporaires là à Fontainebleau, le temps que Karma ouvre et puis je dirais, je sais plus, peut-être 1 an et demi, 2 ans après le début, le lancement du projet, à mi-projet un peu avant, on a eu Karma qui est arrivé, où là on a pu vraiment aller encore plus loin dans tout ce qu'on voulait faire en tant qu'entraîneur et pour l'équipe et avec les athlètes. Et je pense qu'il y a eu des belles années avec une très forte dynamique où quasiment 100% de l'équipe de France s'entraînait au quotidien au même endroit. Et ça a quand même poussé. En fait, c'est encore la génération de Mika hein, qui encore aujourd'hui finalement se retrouve à être champion du monde. Et c'est incroyable, mais la dynamique, typiquement Mika symbolise bien justement ce projet et cette dynamique qui s'est lancée, puisque lui aussi à l'époque était en région parisienne et il a fait partie des gens qu'on est allé démarcher entre guillemets pour lui dire alors est-ce que ça te chauffe, nous on va faire ça donc vas-y quoi, viens. Et du coup c'est un peu comment ce pool à Karma, tu gérais quelle partie, c'était comment la gestion? Alors en fait sur le papier moi, j'étais un peu plus dans la gestion, sur les aspects un peu budgétaires, ceci, cela, du pôle, et Nico un peu plus de l'équipe. Et faut pas oublier qu'on avait aussi Jackie qui était avec nous dans le projet. Bon, au-delà de l'organisation théorique, dans les faits, j'ai envie de dire, avec Nico, on était vraiment tous les deux dans une pure symétrie où on faisait exactement la même chose tous les deux. On intervenait de la même manière. En fait, on suivait les athlètes à titre personnel. On avait à peu près 4, 5, 6 athlètes chacun. Voilà. Les compètes, des fois on y allait à 2, des fois seulement lui, des fois seulement moi, on s'alternait. Le pôle, pareil. Enfin, en fait, on faisait vraiment exactement la même chose, tous les deux, mais à 2. Et c'était ça la richesse, c'est que du coup, on avait quand même 2 approches différentes. Et après, on avait Jackie, qui était aussi avec nous sur ce projet, qui lui, par contre, n'avait pas ce rôle d'entraîneur national, ni ce rôle d'entraîneur en termes de suivi d'athlètes, mais qui avait plus un rôle d'ouvreur et d'entraîneur, je sais pas comment on pourrait dire, mais d'entraîneur de séance, d'entraîneur qui allait proposer tel coach grimpe. Voilà, exactement. Tel ou tel jour, selon les thèmes, un peu, il allait proposer des séances sans faire le suivi individuel, la partie toute prépa physique, etc. Quoi. Mais du coup, malgré tout, je pense que ce qui était assez riche, c'est qu'on avait 3 visions différentes, tout en ayant un socle et une philosophie commune au départ, et une vision commune du haut niveau et de l'escalade. Donc ça nous a permis quand même d'être finalement assez raccord sur le projet, sur la philosophie, en ayant quand même nos petites touches l'un et l'autre qui pouvaient parfois convenir plus à tel ou tel athlète. Est-ce que tu as un souvenir marquant de ces 4 entraînements de l'équipe de bloc?
Un souvenir marquant, il y en a tellement, il y en a tellement. Mais non, moi, l'image que je retiens de tout ça, c'est encore une fois, on en parlait au tout début, c'est marrant, on revient à ça, mais c'est la dynamique qu'il y a eu et l'aventure humaine qu'il y a eu. Parce que évidemment, on fait du haut niveau avant tout pour avoir des résultats. Le haut niveau, sans les victoires, sans les médailles, sans la performance sportive à l'arrivée, ça n'a pas de sens. Donc évidemment que j'ai en tête toutes ces médailles qu'il y a eu, toutes les victoires, etc. Mais il y a eu aussi, et c'est ça que j'ai trouvé très fort sur ces 4-5 années avec ces athlètes-là, il y a eu vraiment ça a vraiment été une histoire de famille. Et c'est marrant parce que j'entends, et c'est pour ça que je pense qu'il y a une nouvelle dynamique là qui se crée aussi à nouveau en équipe de France actuellement. Mais dans les interviews, dans les mots des athlètes, notamment sur ces championnats du monde à Berne, j'ai entendu plusieurs fois le terme de famille. Voilà, quand il qualifie l'équipe de France, il parle de famille. Et en fait, c'est exactement ça. À cette époque, moi, que je garde en moi, c'était que on passait tellement de temps ensemble, tous réunis presque tous les jours, hein, sur Karma, à Fontainebleau, à l'entraînement, puis après sur les déplacements, en compétition, etc. En stage à l'étranger, parce qu'on passait aussi beaucoup de temps en stage à l'étranger, que on se voyait moi je voyais plus souvent les athlètes, Nico et les autres intervenants que ma famille. Et c'est vrai que en fait ça devient ta famille et il y a eu quand même beaucoup de belles expériences qu'on a partagées, beaucoup de respect, je pense encore maintenant avec tous ces gens. Et même si maintenant il y en a qui ont arrêté, il y en a qui sont passés à autre chose, on a toujours encore tous ces souvenirs qui sont assez forts quand on en parle tous ensemble. Et du coup, en 2017, après 5 ans auprès de l'équipe de France de bloc, tu décides d'arrêter ta carrière d'entraîneur pour te lancer à 100% dans l'ouverture, notamment sur les compétitions internationales. Comment tu as découvert ce métier d'ouvreur? Alors ouvreur, j'ai découvert très tôt puisque j'ai commencé à ouvrir, je devais avoir 15 ans. Mes premières ouvertures, c'était à l'époque mon contrat de sponsoring avec Espace Vertical. C'est-à-dire qu'à l'époque, pour pas payer son abonnement à l'année, vu que j'étais jeune et que j'avais quand même pas beaucoup d'argent, en contrepartie, j'ouvrais X journées par an pour avoir mon abonnement gratuit. Donc en fait ça, je devais avoir 15-16 ans. Ouais, je pense que effectivement, Nous, on l'a un peu fait. Avec Pierre Broyer, il disait qu'il avait fait ça pour commencer. Enfin, il y a quand même pas mal de gens qui ont fait ça. Ouais. Non, c'est sûr que c'est marrant. Après, la différence, c'est bien. Dans un sens, c'est super de partir de là, je trouve, de vraiment du tout début. Et après, bon, moi, je suis passé par vraiment tous les échelons un par un. Et c'est génial. Après, ce qui est marrant, la différence avec maintenant, c'est que les jeunes, quand ils rentrent dans l'ouverture, ils savent que c'est un métier. Et que tu peux gagner, que ce soit en indépendant ou en salarié. En gros, ça peut être ton métier. Je veux devenir ouvreur, c'est un métier. À l'époque, c'était pas le cas. À l'époque, c'était impensable que tu pouvais vivre de l'ouverture. C'est pas possible. Donc du coup, voilà. Donc c'est vrai qu'au début, l'ouverture, tu le faisais pas forcément. Jamais t'allais penser à en faire ton métier. Mais c'était sympa. Ça permettait d'avoir des avantages. D'autres avantages. Et puis nous, à la base aussi, quand on était jeunes, ça me fait penser beaucoup, et là je parle des espaces verticales, à l'époque, un de mes premiers partenaires d'entraînement avec qui j'ai passé beaucoup de temps, Michael Fuselier, à l'époque, en fait, on ouvrait parce que on s'ouvrait nos voies d'entraînement. C'est-à-dire que si on n'ouvrait pas, il n'y avait pas de voie assez dure pour s'entraîner. Donc 2 jours par mois, on prenait un nacelle, on ouvrait nos 8B, 8C, voilà, qui allaient rester sur le mur pendant 1 ou 2 mois, et puis c'était nos voies d'entraînement. Et en fait, on le faisait avant tout parce qu'on était obligé de le faire. Pareil en bloc, parfois. Donc voilà. Et après ça, donc le parcours, ça a été les diplômes aussi, ouvreur régional, première compétition régionale, puis ouvreur national en 2000, je sais plus, 2006, 2007, non avant même, je crois. Voilà. Et puis après, donc voilà, j'ai ouvert beaucoup sur les compétitions, les stages au niveau national. Et après, en 2011, j'ai passé mon ouvreur international. Et première compétition internationale que j'ai ouvert en tant qu'ouvreur international, c'était en 2012, notamment au championnat du monde à Bercy. Et après, voilà, j'ai ouvert beaucoup donc de difficultés dans un premier temps à l'international. Non pas que j'adore les deux, hein, pour être honnête, mais à l'époque, vu que je coachais le bloc,
J'ouvrais sur la difficulté justement c'était le deal, hein, pour éviter tout le conflit d'intérêts. Voilà, sachant qu'à l'époque, on avait des athlètes qui étaient vraiment différents, des spécialistes bloc, des spécialistes diff. Ça se mélangeait assez peu. Et puis après, il y a eu ce format olympique combiné qui est arrivé, où là, ça a été un peu tous les athlètes ont fait de tout. Et du coup, bon, là, c'est là aussi où moi, j'ai choisi de me dire, j'ai envie de pousser maintenant l'ouverture. Donc, j'ai arrêté le coaching pour pouvoir vraiment ouvrir, voilà, en ayant les mains libres aussi, d'être vraiment dans mon rôle d'ouvreur à 100%, sans problème ou sans polémique. Et du coup, là, petit à petit, je suis repassé de plus en plus sur le bloc. Parce que moi, j'avais envie aussi de faire un peu les deux. Dans mon idéal, ce serait de faire les deux. Maintenant, la réalité, c'est qu'on n'a pas assez de temps pour tout faire, et que actuellement et surtout ces dernières années, la Fédération internationale maintenant a vraiment besoin de moi plus sur le bloc, parce que c'est quand même plus dur maintenant de trouver des ouvreurs sur le bloc que sur la diff. Et donc, c'est pour ça aussi que depuis 3 ans maintenant, je dirais, voilà, j'ai ouvert que du bloc. Je crois que Briançon 2020 pendant le Covid, c'était ma dernière étape de diff que j'ai ouvert. D'ailleurs, t'es l'un des seuls à ouvrir comme ça en bloc et diff, d'avoir les deux casquettes internationales. Ouais, c'est vrai on a jamais été nombreux. Il y en a des fois, il y a eu un ou deux autres qui ont fait un peu des deux aussi. Mais on va dire que j'étais un des seuls. Et moi je trouve que c'est vraiment une richesse. Et encore une fois, même à l'avenir, j'aimerais bien quand même pouvoir continuer à ouvrir aussi sur de la diff. Surtout avec ce format combiné, même si ce format combiné durera peut-être pas très longtemps, c'est quand même vraiment intéressant d'avoir cette vision sur les deux disciplines. Et comme tu disais, maintenant ils ont besoin d'ouvreurs en bloc plus qu'en diff. Ça vient d'où ça? Parce que du coup, quand on regarde les salles escalades, quand on regarde l'escalade en général, c'est plus le bloc qui se démocratise. Pourquoi du coup il n'y a pas plus d'ouvreurs en bloc que d'ouvreurs en diff? Alors en fait, ça c'est vraiment un cas particulier au niveau international. Parce que comment ça s'explique? Ça s'explique que pour ouvrir au niveau international, en fait, il faut quand même beaucoup d'expérience. Contrairement à, bon, tu peux ouvrir sur une salle commerciale, vu qu'il y a quand même moins d'enjeux, le niveau des blocs est un peu moins élevé. Enfin, ça demande quand même d'être un peu moins précis. Alors, je veux pas du tout dénigrer l'ouverture en commercial. C'est quelque part un autre métier qui est génial aussi. Mais quand même, le niveau d'expertise que ça demande pour être précis sur des grosses compétitions internationales, il demande quand même plus d'expérience que sur du commercial. Donc, en fait, ça fait quoi? Ça fait que pour avoir cette expérience et cette expertise, il faut du temps. Il faut des années, des années, des années. Et en fait, quand les années passent, ce qui va mal avec l'expérience au niveau du bloc international, c'est que le niveau et le physique et le corps de l'ouvreur, lui, il régresse. Et donc, arriver à combiner la bonne expérience avec quand même encore un niveau de grimpe et un niveau physique suffisamment élevé, c'est pas facile. Et souvent, il y a l'expérience qui arrive au bon moment, mais quand le niveau de grimpe n'est plus là. Ou alors, il y a le niveau de grimpe, mais par contre, c'est la jeunesse qui a pas d'expérience et qui va un peu s'emballer et faire n'importe quoi. Donc, c'est pour ça que c'est pas facile de trouver. Et moi, je pense que ce qui fait un de mes points forts aussi actuellement, c'est que maintenant, j'ai l'expérience. Et malgré tout, je maintiens un niveau d'escalade quand même qui est quand même relativement élevé pour un ouvreur. Voilà, évidemment, j'aurais pas la prétention de parler par rapport aux athlètes actuels. Dans tous les styles, ils nous challenge, et quand faut ouvrir pour les meilleurs mondiaux, dans tous les cas, on est obligé de se pousser à nos limites dans tous les styles. Mais dans certains styles, je sais que je peux être pas trop loin de leur niveau. Et avec quand même une certaine polyvalence, malgré tout, je peux grimper dans un bon niveau dans tous les styles. Donc voilà, le fait d'avoir maintenu finalement ce niveau de grimpeur et de m'être beaucoup entraîné, de continuer à beaucoup m'entraîner, fait que je pense que c'est actuellement ce qui fait ma force, à savoir combiner le niveau d'escalade et l'expérience. Mais c'est pas facile, et même moi le premier, je vois bien que c'est pas quelque chose que je pourrais maintenir très longtemps. Et le schéma classique maintenant, c'est que quand les ouvreurs internationaux commencent à vieillir un peu trop, et ben ils basculent sur la diff. Ils basculent sur la diff, ce qui fait que du coup il y a beaucoup d'ouvreurs en diff, parce que quelque part la diff physiquement c'est beaucoup moins éprouvant que le bloc, les coordinations, et tout ce qu'on doit ouvrir maintenant, c'est après
après 2 jours d'ouverture, t'es complètement détruit. Donc quand tu passes la quarantaine, c'est sûr que ça commence à être compliqué le lendemain. Et du coup, ça se passe comment cette transition bloc diff? Il y a un diplôme en plus à faire ou alors quand tu es international, tu peux faire un peu des deux? Ouais, non, il n'y a pas de diplôme en plus. Quand tu es international, tu peux être nommé sur les deux. Ok. Et donc voilà, donc après ça se fait progressivement et puis comme tout si vraiment les expériences se répètent et sont pas bonnes, au bout d'un moment ça s'arrête. Mais en tout cas voilà, la transition, sachant que souvent il y en a qui après le bloc arrêtent purement et simplement, et il y en a qui vont sur la diff parce que aussi ils se sentent, et souvent les horaires internationaux c'est des passionnés professionnels et consciencieux qui en général, si ça fait quelques années qu'ils n'ont pas ouvert de diff, par exemple, ils vont faire 1 an ou 2 de la diff au niveau national dans leur pays, et puis derrière, après, ils vont switcher sur les Coupes du Monde. Du coup, pour continuer sur ta pratique, en 2020, tu te lances dans un nouveau projet, cette fois-ci personnel, qui est d'enchaîner un 8C bloc et de réaliser un de tes rêves de gosse, qui est de réaliser un 9 à voix. Est-ce que tu peux revenir sur la genèse de ce projet et comment ça s'est déroulé? Ouais, ben ça, c'est un truc que j'avais dans un coin de ma tête depuis très longtemps. Parce que voilà, ça fait partie des petits rêves de grimpeur, quoi. Donc comme tu l'as dit, rêve de gosse. Derrière, les années en tant que coach et mes années après d'ouvreur, en fait, ça laisse quand même pas beaucoup de place. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, on est au pied du mur tous les jours. Mais en termes de performance et de grimpe pratique personnelle pour soi, ça laisse pas beaucoup de place à ça. Parce que quand on ouvre, on n'est pas là pour, je pense que tu le sais aussi bien que moi, on n'est pas là pour se faire plaisir, même si on y prend du plaisir, mais c'est pas la priorité de grimper pour soi. La priorité, c'est de répondre à une commande, de régler des blocs dans un temps imparti. Quand on coach, ben c'est pareil, de temps en temps, et nous on aimait bien faire ça, et les athlètes appréciaient aussi des fois. Donc les coachs à l'époque grimpaient avec eux, ça leur mettait un peu de dynamique aussi quand on faisait ça avec Nico ou Jackie. Mais tu peux pas faire ça tout le temps. Et puis quand tu grimpes avec les athlètes, ta priorité c'est quand même leur séance à eux. Donc tout ça pour dire que j'ai eu pas mal d'années. En fait, j'ai été finalement toute ma vie, tous les jours à l'escalade. Mais entre 2009 que j'ai commencé à coacher et 2020, ou après même j'ai switché en 2017 sur l'ouverture, etc. J'avais pas vraiment de temps pour moi. Et quand même, je m'entraînais quand même autant que je pouvais pour maintenir un niveau, mais c'était un peu en dents de scie, quoi. Ça allait être 2 mois ou 2-3 mois où j'ai un peu de temps, bim, je fais une petite croix et puis après j'arrête et puis je me fais rattraper par le boulot. Et en même temps, en gardant en tête de me dire, faut quand même que je continue à maintenir mon niveau, voire à progresser, parce qu'il y aura peut-être à un moment donné la fenêtre météo qui va se présenter. Et au final, ce qui est marrant, c'est que ça s'est présenté grâce au Covid, puisque alors le bloc, je m'y étais mis un peu avant là sur le toit d'Orsay, puisque c'était à côté de la maison, tout ça. Donc là, j'avais réussi à quand même me dégager une période pour m'entraîner, et ça correspondait bien parce qu'en tant qu'ouvreur souvent ou entraîneur, c'est à partir d'avril à septembre, c'est le rush, et puis à l'hiver, on a un peu plus de temps. Donc là, ça correspondait bien et c'est un bloc que j'ai enchaîné. Donc je dirais ça devait être en février ou début mars par là, donc c'était dans le bon timing. Et puis après, pour le 9A, là, ça a été vraiment 100% l'opportunité Covid, où tout s'est arrêté, enfermé à la maison. Alors, bizarrement, être enfermé dans un appart Anthony, avec juste un banc de muscu et une vieille poutre, s'entraîner pour faire de la diff, et notamment faire un 9A en diff, ça peut paraître un peu étrange, parce que je l'avoue que j'ai pas fait énormément de rési, c'était compliqué. Mais malgré tout, là, ça a été le déclic où je me suis dit, bon... là, on a 2 mois. De toute façon, t'es à la maison pendant 2 mois. Il y aura rien à faire. Évidemment, il y a des activités à distance qui se sont maintenues, mais globalement, par rapport au rythme habituel, c'était super calme. Et puis, après ça, de toute façon, les saisons ont été annulées, de compètes, etc. Donc, il y avait aussi cette idée de me dire, quand il va y avoir la fin du confinement, de toute façon, il va y avoir encore au moins 2-3 mois. Et puis, de toute façon, où ça va être calme. Et la saison, de toute façon, elle a été annulée. Donc globalement, il va pas se passer grand-chose. Et donc je me suis mis à fond là-dedans. 2 mois à faire de l'entraînement à la maison, muscu, poutre, muscu, abdos, tout ce que je pouvais faire à la maison, en perspective de me dire dès que c'est le déconfinement, je fonce, je vais dans le projet et on voit. Donc j'avais en tête d'aller dans ce 9A à Pyro Beach, dans le Vercors.
Bon, faudrait pas que je le dise, mais effectivement, normalement, quand il y a le déconfinement, on devait rester dans un périmètre de 100 km. euh, j'ai considéré qu'entre Antony et Pierre Beach, il y avait moins de 100 km. Je me suis peut-être trompé. Mais du coup, j'ai filé là-bas pour repérer, voir un peu à quoi ça ressemblait, où j'en étais. Le premier séjour a été assez positif parce que je faisais assez vite tous les moves, tout ça. Bon, je me suis dit, ça a l'air quand même d'être dans mes cordes, et puis en termes de style, tout ça. Donc voilà, et puis du coup après, je suis retourné sur Paris, il y a eu un peu d'entraînement, un peu de la résie, des filières un peu plus longues et tout, parce que c'était quand même le point faible, et puis j'y suis retourné une deuxième fois début juillet, et là ça a réussi, ça a fait quoi. Donc ça a été vraiment un grand moment, et d'autant plus incroyable que ça aussi je l'ai partagé avec des amis qui me sont très chers, ce projet-là, et que le jour où j'ai enchaîné ce 9A, c'est un clin d'œil de l'histoire, mais c'était mon grand frère qui m'assurait. Alors que je pense que la dernière fois que j'ai fait une séance d'escalade avec lui, c'était 4 ans avant. Mais ce jour-là, c'est lui qui m'assurait, et c'était mon petit frère qui me filmait et qui m'encourageait. Et C'est du beau. coup, pour moi, au-delà du 9A, il y a tellement cette histoire de famille avec l'escalade que c'est vraiment magnifique. Et j'avais lu dans un article que tu avais dit que c'était genre le jour J, que tu pensais pas pouvoir le passer le jour d'avant, ni le jour d'après, que tu avais vraiment un seul jour pour le passer. Ça Ouais. donne quoi ça? C'est ta planif? T'as fait comment? En fait, bon, c'est pas tellement en termes d'entraînement, j'ai envie de dire. Mais en fait, ce qui m'a quand même marqué sur cette expérience-là, ça a été l'importance de la qualité de la peau en ce qui me concernait. Je sentais vraiment que quand j'avais une peau un peu plus usée, clairement, je galérais 15 fois plus. Et surtout, et n'ayant pas un profil très endurant, moi, j'ai vraiment tout joué sur mes qualités de force. Et du coup, c'est vrai que il y avait aussi ce fait que j'ai halluciné, et même j'en étais énervé contre moi-même, de me dire à quel point déjà j'ai un seul essai par jour. Dès mon deuxième essai déjà, alors que c'est un effort de 3 minutes, dès mon deuxième essai déjà, je suis incapable de faire une performance équivalente. Et surtout que après, je fais une journée, je m'échauffe, je fais un essai, ce qui pour moi, je me dis c'est rien. Le jeu, voilà, j'arrête. Le lendemain, je reviens, je refais un essai. Et ben, pareil, le lendemain, systématiquement, j'étais cramé. Et il me fallait 2, voire 3 jours de repos, alors que j'avais fait 2 essais dans la journée. Donc, tout ça, ça me rendait quand même un peu fou, et je me disais, mais comment c'est possible? Et donc, ben, du coup, je m'en suis retrouvé à me dire, allez, force-toi, j'ai pris 3 jours de repos. Donc, en fait, tu descends une semaine pour faire ton projet. Tu fais 2 séances. Tu fais une séance, tu te reposes 2 jours, tu refais une séance, t'es à la rue, et du coup tu te dis je vais faire 3 jours de repos, et puis bah j'aurai plus qu'un jour pour essayer avant de repartir. Donc c'est un peu comme ça que ça s'est passé, et c'est là où psychologiquement il a fallu quand même être solide, de se dire bah, allez, je prends le risque de faire comme ça, et on verra bien. Et puis du coup bah le jour quand t'arrives au pied de la falaise, ça fait 3 jours que tu te tournes les pouces, que t'es là à psychoter, enfin en tout cas à penser qu'à ça. Ouais, t'arrives, tu t'échauffes, hein, tout devient beaucoup plus un enjeu, quoi. Tu sens qu'il y a une petite pression supplémentaire, mais après c'est ce qui fait aussi se transcender. Donc voilà, donc c'était plus en lien avec ça qu'avec ma planif d'entraînement. C'était plus comment mon corps réagissait à cette intensité-là, entre les questions de peau et puis mes entre guillemets mes problèmes d'endurance. Mais c'est drôle parce que du coup, tu as transcrit le modèle de la compétition en falaise. Le modèle de faut être fort le jour J sur un cheval du monde, sur une compétition, etc. Et Exactement. normalement, tu l'as pas à l'extérieur. Ça, normalement, t'es en mode, t'as toute l'année pour le réaliser ton projet. T'as pas un seul jour dans l'année ou tous les 2 ans. Ouais, exactement. Et en fait, c'est marrant parce que tu me dis ça, et j'y avais pensé, mais là, je réalise en même temps peut-être autre chose qui est peut-être inconscient. C'est que moi, j'ai toujours fonctionné, j'ai toujours été meilleur sur des gros événements et fonctionné sur un jour J. Et c'est aussi ce qui a fait d'ailleurs que j'ai pas répété énormément mes performances quand j'étais athlète. C'est que quelque chose qui était nouveau et un challenge nouveau, souvent j'arrive, première fois que je m'y présente, en général je fais quelque chose de grand. Après, être capable de répéter le truc, pour le coup c'était plutôt ça où j'étais plus en difficulté. Et donc, indirectement, me pointer sur un événement couperé avec un gros truc à faire maintenant et pas demain, ou maintenant et pas au prochain essai, ça c'est toujours quelque chose que moi j'ai su faire et qui me permet de trouver des ressources supplémentaires. Et en fait, indirectement, en faisant ce choix, c'est ce que j'ai recréé aussi. Peut-être même inconsciemment, de me dire, eh ben, c'est aujourd'hui,
c'est comme un championnat du monde, c'est aujourd'hui et il y a qu'aujourd'hui que tu peux le faire pour me mettre dans ces conditions aussi de réussite. Et du coup, fin 2020, tu me disais que tu pensais peut-être essayer un peu Eagleford, 9B, Biathlon, Vinci, Ablo. Est-ce que tu as un peu essayé ces projets ou tu as d'autres projets perso en tête en grimpe? Alors après ça, après cette année 2020, en fait, c'est un peu en alternance parce que quand même, je suis rattrapé aussi par le travail et c'est pas facile encore une fois de tout faire en même temps. Donc tout de suite derrière, j'ai pas pu me relancer tout de suite. J'allais pour la culture, je suis monté dans biographie, je suis allé voir si Eagleford, tout ça. J'ai repéré 2-3 trucs en me disant bon, ça pourrait être l'étape d'après. Parce que l'idée c'est qu'en fait quand j'ai fait ce 9A, j'ai eu cette sensation, bon, une réussite, un rêve qui s'accomplit et en même temps une sensation de me dire j'ai l'impression que je suis pas complètement à ma limite. J'aimerais bien essayer de trouver encore un peu plus proche de ma limite. Donc voilà, donc j'ai fait 2-3 repérages. Derrière 2021, là j'ai eu besoin d'une année pour bosser, ouvrir beaucoup, etc. Donc j'avais pas la place pour encore me remettre sur un projet sportif. Et je me suis dit 2022, maintenant je retente ma chance. Les projets Ablo, j'ai mis de côté. Parce qu'en termes de motivation, c'était pas ce qui me motivait le plus. Et deuxièmement, Big Island, c'est quelque chose qui est un bloc mythique que j'aurais bien aimé quand même faire, mais en tout cas à cette époque-là, c'était beaucoup les méthodes avec des gros crochets de talon. J'ai essayé 2-3 fois et moi, encore une fois, j'ai eu gros problème de blessure souvent. Et ça fait peut-être 5-6 ans que je mets plus un seul talon quand je grimpe parce que systématiquement j'ai les genoux qui lâchent. Donc du coup, ça est devenu impossible. Et par contre, j'étais vraiment motivé et j'ai toujours été plus motivé pour des gros projets en voie, en falaise. Eagleford, finalement, j'ai essayé plusieurs fois, j'avais des problèmes sur le tout premier crux, j'ai fait une fois les moves, mais bref, je me suis dit c'est peut-être pas ce qui me correspond le mieux. Et bizarrement, de fil en aiguille, et là c'est grosse dédicace à ma femme, qui elle m'a ultra encouragé puisque on est allé ensemble dans Eagleford une année. Elle m'a assuré, c'était un carnage. J'ai dit bon, c'est nul. De toute façon, c'est pas nul. J'ai dit c'est pas pour moi, j'y arriverai pas. J'abandonne. Le 9B, faut oublier. Voilà. Et c'est elle qui m'a poussé. À base, c'est pas du tout une grimpeuse. Et au final, elle m'a assuré dans 3 9B différents, alors que elle avait grimpé 2 fois dans sa vie. Mais du coup après, elle m'a poussé à me dire, mais non, attends, il y en a pas un autre. C'est quoi 9B? C'est où ça? Il y en a d'autres, peut-être ailleurs. J'ai dit ouais. Il y en a, mais pas tant que ça. Hein. Il y en a, voilà, quand même, c'est limite. Et puis bon, le fil en aiguille, en prenant une bière le soir à Saint-Léger, je dis ouais, si, il y en a un quand même en Espagne et que j'avais déjà, bon, c'est comment, first round, first minute. À Margalef, elle me dit bon on y va demain. Et puis ok, je me dis c'est fou, mais allez c'est parti. Donc le lendemain on taille la route, on y va, une journée à Barcelone et puis après je me retrouve à essayer first round first minute. Et puis là à nouveau gros but puisque ça me convient super bien jusque tout en haut le crux avec le monodoigt. Et puis là le monodoigt pour moi c'est vraiment le truc que je sais pas faire, je suis nul et en plus j'ai terriblement peur. Donc à nouveau eh ben non, le 9B, je crois vraiment qu'il faut abandonner. Et puis à nouveau, on va prendre une bière. Et puis à nouveau, elle me dit, mais t'es sûr qu'il n'y a pas d'autre 9B? Et du coup, le lendemain, on décale à Suriana. Et je me retrouve dans la Capella. Et du coup, la Capella, et là, je me dis, il y a quelque chose à faire. Et c'est quand même très ambitieux, mais il y a quelque chose à faire. Et du coup, en 2022, donc l'année dernière, je me suis mis à fond dans ce projet-là. Qui malheureusement n'a pas concrétisé. Je me suis quand même rapproché au final, j'avais fait en un arrêt, quoi. Mais ça a pas suffi. Et puis après là, il y a eu d'autres contraintes quand même aussi de se déplacer tout le temps. Malgré tout, c'est quand même quand tu te rapproches autant de ta limite, avoir le projet à la maison, c'est quand même confortable. Et moi là, le fait de devoir à chaque fois y aller, j'avais 4 jours pour le faire et revenir. Autant ça m'a mis une petite pression positive pour le 9A parce que je pense aussi j'avais un peu de marge dans cette voie-là. Autant là, dans une voie que je peux peut-être faire un jour en mode miracle, il n'y a pas d'histoire de marge et du coup il faut 100% de toutes les conditions réunies et voilà donc malheureusement ça l'a pas fait, ça c'était l'an dernier et je sais pas si maintenant j'ai déménagé depuis peu à Grenoble et j'ai des voies de ce niveau-là à côté de la maison, alors peut-être que si j'arrive à dégager le temps ça sera la suite pour 2024 à voir. Et du coup, dernier sujet que j'ai envie d'aborder,
c'est la dernière compétition en date, c'est le championnat du monde à Berne, où tu étais chef ouvreur en bloc. Est-ce que tu peux déjà faire un petit retour général sur cette aventure avant de rentrer dans les détails? Ouais, alors globalement, moi, ce que je peux te dire, c'est que c'était, pour moi, ça a été évidemment la plus grosse compétition que j'ai ouvert en tant que, avec ce niveau de responsabilité, la plus grosse même en termes de durée, puisqu'il n'y a jamais eu une compète qui dure 12 jours. Avec nous, les horreurs, nous, on y est resté 3 semaines. Et je savais que ça allait être quelque chose de dingue et d'éprouvant mais je pensais pas à ce point. Et sincèrement, là, je suis jamais allé aussi loin dans mes limites de fatigue, de ressources physiques et ressources mentales et émotionnelles sur une ouverture. Ça a été vraiment. Et donc en tout cas, je sens que cette compète, en tout cas, c'est une expérience qui va rester tatouée toute ma vie. Et de par l'ampleur qu'il y avait, les attentes qu'il y avait, les enjeux, la durée sur laquelle il a fallu tenir, tout ça. Donc c'était incroyable et puis malgré tout, alors évidemment d'emblée, je tiens bien à rappeler, à souligner que l'ouverture c'est un sport d'équipe et que moi j'étais un parmi 8 ouvreurs. Et qu'évidemment, tout seul, c'est impossible de faire ne serait-ce qu'un seul tour qui fonctionne seul. Donc là, on en a fait 10 qui ont tous fonctionné. Et ça, c'est grâce à toute cette équipe. Donc voilà, moi, j'ai eu le rôle central et à gérer la pression, l'organisation, à grimper aussi énormément, etc. Mais j'avais tous ces top ouvreurs aussi qui étaient avec moi et qui ont fait un job de dingue. Ça se passe comment un peu le programme? Vous avez commencé par ouvrir le combiné, par ouvrir le championnat du monde de bloc. Vous avez fait on a commencé par les finales du combiné. En fait, Le dernier tour qu'il y a eu, c'est le tout premier qu'on a ouvert le 24 juillet. Donc, tu vois, très longtemps avant finalement qu'il se soit grimpé par les grimpeurs. Donc, on a commencé par les finales du combiné. Derrière, on a fait tout le championnat du monde comme d'habitude en remontant le temps. Donc, finale de championnat du monde, puis demi-finale championnat du monde, puis qualification championnat du monde. Voilà, le championnat du monde a commencé. Donc, on a redéroulé tous les tours dans l'autre sens. Et une fois que les championnats du monde ont été terminés, on a eu un jour de repos et ensuite on a ouvert en live, donc pendant que les autres disciplines avaient lieu, on a ouvert la demi-finale du combiné. En fait, ces 8 blocs-là, on les avait pas avant que la compétition commence et on les a ouverts pendant la compétition. On a eu une journée et plus 2 nuits en fait. Bon, on a fini, pour être honnête, on a fait une nuit blanche juste avant. Donc on a fini à 7h le matin quand les juges et tout le monde commençaient à venir sur les tapis pour préparer tout. Et nous, on est juste parti prendre une douche, on est revenu 30 minutes après. Donc on s'est mis vraiment dans le rouge en termes aussi de timing. Mais voilà, c'était la manière de faire avec toutes les contraintes de timing que tu as à gérer. Les moments où en fait, il y a des moments aussi où on peut pas ouvrir parce que quand il y a la diff qui a lieu à côté, malgré tout, nous on peut pas travailler, ça fait du bruit, il y a des gens dans la salle, etc., etc. Donc il y a tout un tas de contraintes qui fait que on s'est organisé comme ça et on a travaillé pas mal de fois la nuit. Ouais. Et du coup, comment tu fais pour gérer mentalement? Parce que je disais que du coup, vous avez commencé par le bloc en combiné, la finale. Ouais. Donc c'est ce qui est passé en dernier. Comment tu fais mentalement pour gérer et pas trop penser à ces blocs? Ou alors t'es tellement dans le dur que tu y penses pas ou Ouais. Honnêtement, ça a pas été un problème parce que t'es tellement dans le dur que en fait tu pars au plus pressé. Et du coup, en permanence, t'es tellement en focus, tu te mets tellement le speed pour réussir à faire ce tour-là. Et tu vois, quand c'est par exemple, je dis n'importe quoi, même les qualifs, juste un tour de qualif, qui quelque part le tour où il y a le moins d'enjeux quand même, voilà. Mais en fait, c'est tellement le rush pour finir ce tour et que t'as quand même envie que ce soit des belles qualifs, que du coup, jusqu'à la dernière seconde du tour de qualif, de toute façon, t'as même pas une seconde pour penser au reste. Et après, par contre, là où tu commences à y penser, c'est quand t'as des temps morts. Quand t'as des temps morts et qu'il y a des tours qui sont déjà passés, donc qui t'ont donné des informations. Et là, ça te fait ça te fait penser au move de ce bloc et tu te dis ah ouais, t'as vu, là ils ont été très forts, au contraire là ils nous ont vraiment déçus dans ce move là, bim, ça te fait penser à ce bloc et du coup tu mets dans ta tête des petits post-it de te dire
bloc de finale du combiné, attention ce move-là, faudra quand même faire gaffe à ça, et tu commences à collecter un peu des choses. Mais c'est vraiment léger et c'est quand t'as des petits temps morts, des petits breaks, quoi. Et du coup, comment tu fais pour gérer la fatigue pour pas que à la fin tu sois en mode bon, le bloc là il marchera jamais, mais alors t'es juste fatigué, ou à l'inverse tu te sens fatigué, en fait t'es quand même fort et du coup tu bouges bien dedans. Comment tu fais pour gérer tout ça? Ouais. Bah ça justement c'est l'expérience. Ça c'est l'expérience et même avec l'expérience c'est super dur. C'est jamais une vérité. Et d'ailleurs à nous j'ai dit on a fait 10 tours qui ont marché sur 10, ce qui est pour moi, je pense que ça m'est jamais arrivé sur une compète d'avoir voilà les 10 tout qui fonctionnent, sachant que après faut aussi être critique. Quand je dis 10, je dis pas que les 10 tours étaient parfaits. Et donc, qu'ils ont marché, c'est que pour moi, ils sont dans une fourchette acceptable entre le désastre trop dur ou le trop facile. Donc, on a à chaque fois été dans quelque chose qui était acceptable. Et puis après, il y a eu certaines finales qui ont été incroyables parce qu'en plus, il y a eu de la gestuelle, du show, du suspense, tout ça. Mais par contre, pour revenir à ce que tu disais, le dernier tour qu'on fait, pour moi, c'est le moins réussi. C'est la finale du combiné des hommes qui était trop facile par rapport à ce qu'on souhaitait. Donc c'est le dernier qui est le moins réussi. Et en fait, c'est en lien avec ce que tu viens de dire. C'est en lien avec le fait que on est arrivé aussi tellement au rupteur de la fatigue qu'après t'as plus aucun repère. T'es plus du tout lucide. Et on s'est fait avoir où on avait quand même pas mal la grosse majorité de l'équipe qui était complètement en perdition. Du niveau, de la fatigue, de tout. Et du coup, moi, c'est vrai que je me suis fait aussi un peu piéger par tout ça parce que tu fais souvent une moyenne un peu des ressentis de tout le monde. Tu te bases pas que sur ton ressenti. Donc tu regardes les autres en tant que chef, c'est ça. Tu développes ton œil aussi pour regarder les autres. Tu regardes lui. Tu prends des repères sur tous les gars qui bossent avec toi. Tac. Plus bas, et du coup, voilà. Et quand en fait tout le monde est en bas. Après tu fais une moyenne, mais voilà exactement, t'as une moyenne de classe qui est assez basse. Et c'est un peu ce qui s'est passé sur notre dernier tour. Et donc on a eu un tour un peu trop facile, mais c'est pour te dire que tu peux t'en sortir un peu en jouant sur ton expérience pour essayer de voir où tu en es parce que tu te connais très bien, mais c'est quand même toujours un peu un piège. Surtout que c'est différent d'habitude. D'habitude tu sais ouvrir une compétition parce que tu sais que t'as 3 tours, t'as 4 blocs ou 5 blocs dans chaque tour. Et c'est toujours à peu près le même schéma. Cette fois-là, t'as 2 compétitions dans des formats plus différents parce que le bloc, tu sais qu'ils ont la diff après, donc faut pas trop les détruire non plus. Enfin, il y a quand même une gestion qui doit être assez extrême. Ah ouais, après le combiné, c'est vraiment quelque chose de très différent. Ça, et c'est ce qui fait que c'est aussi très compliqué. Alors pour être honnête, nous, on en a rien à foutre de les détruire. Tant pis pour nos collègues de la diff. Non, mais en fait, ça, on peut pas. Donc ça, en fait, c'est aux athlètes et ils sont entraînés pour faire les. Ouais, ils sont entraînés. Ça nous pose. Voilà, on se pose pas de questions là-dessus. Nous, on fait notre compète à fond. Mais par contre, là où ça change vraiment le combiné, déjà c'est que tu as 2 zones. Et 2 zones, c'est très dur à gérer parce que ça veut dire qu'en fait, tu as 3 crux dans ton bloc au lieu de 2. Et des fois, en fait, tu as un bloc qui est parfait. C'est marrant ce que je vais te dire, mais tu prends le bloc en Coupe du Monde où il y a 2 crux qui est parfait. Exactement ce qu'il faut. Le bon niveau, tout bien. 5 étoiles. Et tu lui rajoutes un premier étage. D'accord? Une première zone qui n'existe pas. D'habitude, il y a une zone, un top. Là, en fait, en combiné, on a une zone en plus. Donc, ce bloc-là, qui est le bloc parfait, tu lui rajoutes une zone. Et cette zone, tout le monde l'a fait. Tu pourrais te dire, le bloc, il va marcher comme il a marché en Coupe du Monde. Ça va être un bloc parfait. Et en fait, non. Parce que cette première zone, souvent, tout le monde l'a fait. Mais le temps que les gens perdent à la faire, ou les essais, à faire cette première zone, même si tout le monde l'a fait à l'arrivée, le fait qu'ils aient un premier mini crux à gérer, ça décale tout. Ça décale le temps qu'ils ont pour le crux 2, ça décale le temps qu'ils ont pour le dernier crux, pour le sommet. Et du coup, en fait, tes blocs, tes repères que tu as habituellement sur des blocs de Coupe du Monde qui fonctionnent avec une zone, un top, et là, en combiné, ils fonctionnent plus. Donc en fait, le combiné, c'est des nouveaux blocs et qui fonctionnent aussi complètement différemment des blocs habituels. Et ça rajoute quand même une petite complexité dans l'ouverture du combiné.
Mais du coup, là, j'aimerais bien revenir sur l'un des blocs qui m'a le plus marqué sur le championnat du monde. Bah, déjà, la finale homme de bloc était assez folle. Parce que déjà, Ouais. on est chauvin, on est français, on suivait quand même deux français, et ça, c'était beau. Et même le scénario est fou. Personne ne pense, ou très peu de gens pensent que Mika va gagner et il gagne. Et ça, c'était incroyable. Et même, de Ouais. ce que j'ai entendu, apparemment, dans la salle, c'était fou. Il y avait une atmosphère un peu incroyable. Et du coup, moi, je voulais revenir surtout Ouais. sur le bloc 4 là. Est-ce que tu peux revenir sur ce passage? Hmm. Bah, en fait, ce bloc, il est différent essentiellement par les prises. Hmm. Parce que ce mouvement, on va dire, donc on en appelle ça un paddle, donc cette coordination de bras, où tu fais 1, 2, 3, 4, je veux dire, on l'a vu un paquet de fois, et maintenant, voilà. Ouais. Mais par contre, l'originalité de ce bloc venait des prises. Venait que là, on était sur des prises duel. Alors le duel, certes, on s'en sert depuis très longtemps. En fait, on s'en sert pour bloquer des espaces, pour faire en sorte qu'on ne s'en serve pas justement, pour Hmm. ne pas pouvoir mettre les pieds dessus, etc. Mais là, par contre, c'est le concept inverse, c'est que maintenant, c'est du duel et puis en fait, c'est ça qui, et il faut le prendre, il faut tirer dessus, il faut tracter sur du duel, quoi. Donc voilà. Après, et la fin, pareil, la fin, elle avait rien d'incroyable gestuellement, voilà, c'était relativement basique ces deux derniers moves, et d'ailleurs c'était le but aussi, parce que quand déjà tu pars sur un peu un concept avec ces nouvelles prises jusqu'à la zone, la fin tu te calmes un peu, quoi, tu te dis on sait pas ce qui va se passer trop, donc si en plus notre fin c'est un deuxième concept, là on est sûr qu'il n'y a pas de top. Donc voilà, donc après l'histoire de ce bloc, elle sera détaillée prochainement dans une vidéo, Ouais. vraiment en détail, Ils m'ont dit, où, ça va être cool. voilà, où tout sera, il y aura une belle, toute l'histoire sera dévoilée. Mais moi, ce que je peux en dire, c'est que voilà, il y avait ce concept de jouer avec ces nouvelles prises. Voilà, donc au début, moi, en tant que chef ouvreur, avec aussi toute la responsabilité et tout, moi, au début, je me suis dit bon, ok, mais en fait, on prend des risques à jouer avec ces nouvelles prises. Pourquoi? Bon, on va voir tout ça. Après, c'est en tant qu'ouvreur, je pense qu'on est vite rattrapé aussi par notre envie de jouer tout le temps. Donc, on est parti là-dedans à fond. On s'est bien amusé. Ça a été intéressant de découvrir ça aussi, voir en quoi ce nouveau matériel-là, il peut aider des ouvreurs à l'avenir pour créer du mouvement ou pour s'économiser. Donc voilà. Et puis par contre, c'était de se dire, par contre, c'est risqué. On va peut-être pas le mettre quand même en dernier bloc. Et c'était ça en fait. Moi, au début même, j'envisageais de même pas du tout le mettre en finale, de me dire si c'est trop ici, ce bloc il dégage, on en fait un autre ou on le passe en demi ou je sais pas ce qui se passera. Mais au final, on le laisse en finale et au final, avant la finale, on se dit on va le mettre en dernier. Allez, on est joueur. Voilà. Donc bon, du coup, c'était quand même un gros pari. Finalement, on est passé à deux doigts de la correctionnelle parce que on a eu un exploit venu de nulle part de Uznik, Hmm. qui d'ailleurs nous a limite nous a vraiment mis le doute. On s'est dit mais attends, en fait c'est super facile. Je trouve En ça fait ça incroyable n'était parce pas, que, mais il a. ouais, il y a plein de circuits où tu te dis, tu vois un premier grimpeur, tu te dis, ouais, le circuit va être rando. Et après, t'as les autres grimpeurs qui arrivent qui sont censés être plus forts, ou alors sur le papier. Et là, ils se font tous démarrer. Et là, c'était pareil. Là, voilà, il le fait. On se dit, bah, quand t'es derrière ton écran, tu te dis, ouais, ils vont être rando, tout le monde va flasher ce dernier bloc. Alors que pas Ouais. du tout. Et pas du tout. Et en fait, moi où j'ai quand même eu un peu le doute, c'est que la version de base du paddle, donc la première partie sur les prises transparentes, était plus dure, nettement plus dure. Et quand on l'a calé dans une version plus dure. Moi, mon repère dans ce style, c'est que justement, je dois être pas loin où le faire. Celui-là, je l'avais fait. Donc on s'est dit, bon, on laisse comme ça, on verra. Et là, on a eu exactement ce dont tu parlais avant, c'est quand on a réessayé avant la finale. Nous, on était cramés après déjà pas mal de jours d'ouverture. Et du coup, en réessayant, là, on se faisait secouer, quoi. On se faisait secouer. Moi, j'y arrivais plus du tout. Et du coup, bon, bah, on a débétonné. Mais après, t'as justement toujours cette question. Tu te dis, attends, je l'avais fait. Donc, si je le débétonne, donc c'est que c'est faisable. Maintenant, est-ce que c'est le bon niveau? Bon, là, je le sens plus du tout de le faire. Donc, on va le débétonner. Mais est-ce que, en fait, on débétonne parce qu'on est cuit? Ou est-ce qu'on débétonne parce que oui, il faut quand même mettre le niveau un peu en dessous. Bon, et tu sais jamais. Et quand en plus le premier derrière il déboule et il le fait comme ça en marchant, bah forcément tout de suite tu te dis bah là on s'est troué. En fait on était cuit et on l'a débétonné. Il fallait pas. Et au final non, c'était pas du tout le cas. Au final c'était le bon niveau. Il fallait surtout pas plus dur.
Et puis voilà, après ça aurait été une petite histoire sympa. Cette prise, on l'avait posée en demi-finale. On en avait posé une de cette série pour qu'ils puissent quand même s'y habituer. Et pour la petite info aussi, après la demi-finale, quand on a démonté les blocs, cette prise, on est allé la revisser en isolement. Okay. Donc ça veut dire qu'avant la finale, les finalistes, ils ont eu tout le temps de l'isolement pour toucher, grimper. Et d'ailleurs, ils ont fait des tests, s'ils mettaient de la magnésie, si au contraire ils se mouillaient les mains, tout ça. Ils ont joué pas mal en isolement avant la finale pour essayer de comprendre comment il fallait s'y prendre, quoi. D'ailleurs, c'est fou parce que Sorato, il me semble que c'est le seul grimpeur qui n'a pas du tout essayé l'eau et qui remettait de la surmaille à chaque fois et du coup ça marchait pas du tout. Ouais, après ça, moi je nuance un peu parce que oui, il y en a qui ont essayé l'eau sans magnésie, tout ça et tout. Moi, personnellement, pour avoir grimpé dedans une journée entière et on a tout essayé, moi, en ce qui me concerne, c'était avec la magnésie que je me sentais le mieux. C'est-à-dire que j'ai essayé l'eau, pas de magnésie, un espèce de spray. Bon, moi sincèrement, en fait, ça me changeait rien. Je mettais ma magnésie comme d'habitude, et puis voilà. Après, ce que ça change, par contre, c'est que c'est dans le timing. C'est que tu peux pas vraiment les reprendre. C'est qu'il faut tirer dessus, mais pas trop fort non plus. Et en fait, faut être beaucoup plus délicat quand même pour arriver, un peu comme si je te demande de descendre en courant un escalier mouillé qui glisse avec du savon. Et si tu vas trop vite, tu vas te casser la gueule. En même temps, si tu prends des appuis trop francs, au moment où tu prends ton appui, ça dérape aussi. Donc, faut arriver à prendre l'appui, mais repartir juste avant que ça dérape. C'est un peu plus technique. Ok. Est-ce que du coup, tu as des prochains projets en ouverture ou perso? Et pour l'instant, la saison pour moi, la prochaine, les 2 prochaines compètes, et je pense que ce sera mes 2 dernières pour cette année, ça sera le tournoi de qualification olympique à Laval. Okay. Voilà, toujours sur du coup ce format combiné, fin octobre. Et puis après, non, du coup là je serai pas chef, ça va me faire du bien parce que je réalisais que depuis au moins 3 ans, ça m'est jamais arrivé de pas être le chef. Et être chef, c'est sympa pour certaines choses, et c'est un challenge, mais ne pas être chef, ça permet aussi d'avoir plus de temps pour sa propre ouverture et être un peu plus focalisé sur ses blocs, les mouvements. Donc c'est sympa aussi quand même de pas toujours avoir à gérer tout ce qu'il y a autour de la compétition. Donc là, ça va être cool et j'ai hâte aussi de pouvoir maintenant vivre cette compète. Le chef, ce sera Garrett, un Américain. Et après, j'irai ouvrir en Belgique pour le MOF et ça sera ma dernière. Voilà, ça sera ma dernière de cette année puisque voilà. Maintenant, après, il y aura la famille, un peu de repos et tout ça. Ça marche. Merci Rémi, c'était bien cool. Et merci à toi, c'est toujours un plaisir quand on parle de toutes ces choses qui nous passionnent, avec des passionnés, avec un passionné comme toi. Je vois pas le temps passer, donc y a pas de souci. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour ne pas louper les prochains épisodes, ainsi qu'à notre compte Instagram associé Blockcast. Et rendez-vous sur notre compte Instagram Blockcorp, ainsi que sur notre chaîne YouTube pour ne rien louper de l'actu escalade. Salut!